Bonjour. Donc je suis contente de vous retrouver pour cette troisième séance qui sera consacrée à la rédaction de messages. Pour rappel, les deux séances précédentes ont été consacrées à la présentation. La première, comment se présenter, faire une présentation personnelle, et la seconde, présenter une organisation. Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre, savoir rédiger. Il sera question dans ce chapitre-là, savoir rédiger, de rédaction en milieu universitaire et en milieu professionnel. Vous savez que vous êtes très souvent amenés à répondre, à communiquer en général avec vos enseignants, l'administration, par écrit, par mail entre autres. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la rédaction en général. Et ce n'est que la semaine prochaine que nous nous focaliserons sur la rédaction des mails. Alors, nous allons passer en revue durant cette séance les différentes questions à se poser avant la rédaction d'un message. Avant d'écrire un message, il est nécessaire de se poser un ensemble de questions, ou du moins une question. Pourquoi écrivez-vous? Pourquoi est-ce que j'écris? D'accord? C'est une question essentielle. Alors, je vous présente rapidement le plan de la séance d'aujourd'hui. Nous allons commencer par la lecture d'un message, puis nous verrons quelques conseils à suivre pour la rédaction d'un message efficace. Nous distinguerons les messages, l'oral de l'écrit. Nous essaierons de donner également des verbes à passe-partout à éviter et d'utiliser des verbes beaucoup plus précis. Et enfin, on passera en revue les différents objectifs de la rédaction du message. Pourquoi est-ce que j'écris un message? Est-ce que c'est pour demander, pour répondre à une demande, pour accuser réception ou autre? Voilà. Alors, je vais commencer par partager un document écrit avec vous. Je vais vous laisser quelques instants pour vous familiariser avec ce document. Ensuite, je le relirai à haute voix. Voilà, donc vous avez ce document-là, je vous laisse quelques instants. Bien, nous allons passer maintenant à la lecture. Alors je vous demanderai de faire attention à la prononciation ainsi qu'à la ponctuation. Monsieur, nous regrettons de devoir vous signaler que notre photocopieur, modèle référencé CC 254B, ne fonctionne toujours pas, alors qu'il est toujours sur garantie, puisque nous en avons fait l'acquisition le 15/4/2007 et que la garantie, article 12 des conditions générales de vente, est censée courir jusqu'au 15/4/2008
et que nous avons prévenu vos services par téléphone qu'il était tombé en panne le 12/3/2008 et par lettre du 13/3/2008 faisant foi du dit dysfonctionnement. Nous ne procéderons donc pas au règlement de la facture du 15/3/2008, correspondant à la réparation du dit appareil. Nous vous demandons de procéder d'urgence à une nouvelle réparation, car le photocopieur est tombé de nouveau en panne le 16/3/2008 et il nous est indispensable dans notre travail, comme nous l'avons de nouveau signalé par téléphone à votre réparateur. En espérant une prompte intervention, recevez mes meilleures salutations. Bien. Alors, il s'agit donc d'un mail rédigé par un salarié à un fournisseur de matériel. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que ce mail est clair? Est-ce que ce message est clair? Est-ce qu'on arrive facilement à le comprendre? Bien. Alors, effectivement, il y a de nombreux reproches à apporter à ce message écrit. Le premier reproche est le suivant, c'est de ne pas avoir clairement défini la situation de départ. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends de ce fournisseur? Je ne rappelle pas également les faits à l'origine du problème. Je ne définis pas les objectifs de la lettre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que j'attends? Là, la personne attend une réparation, une intervention rapide. Mais l'objet de ce message écrit est noyé au sein d'un nombre, au sein de détails. Il y a beaucoup de détails inutiles. Ce qui fait que l'objet du message est complètement noyé. On ne le voit plus. Le vocabulaire utilisé est également inadapté à l'interlocuteur et à la situation. Il y a de nombreux autres reproches qu'on pourrait apporter, c'est la longueur des phrases. Les phrases sont beaucoup trop longues. D'accord? Regardez, je reviens au mail. Regardez par exemple la phrase là. Elle commence ici et elle s'arrête là. C'est une phrase qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. C'est beaucoup trop long pour la rédaction d'un message en milieu universitaire ou professionnel. Donc, la longueur des phrases également. Alors, l'objectif en fait de cette lettre, c'était de faire réparer le photocopieur. Mais l'objectif, comme vous avez pu le remarquer en lisant ce document, c'est que cet objectif n'est pas clair. Il n'apparaît pas clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de détails. Trop de détails. Voilà. Alors, voilà en ce qui concerne ce document-là. Alors, on va passer en revue maintenant un ensemble de conseils pour rédiger un message efficace. Voilà. Alors, j'espère que le partage d'écran fonctionne. Alors, nous allons donc passer en revue ces conseils pour rédiger un message efficace. Il y a un ensemble de règles, un ensemble de questions à se poser, un ensemble de règles à suivre. Alors, l'une des premières règles, c'est se définir un objectif. Pourquoi est-ce que je rédige? Est-ce que je veux informer mon enseignant? Est-ce que je veux lui poser une question? Est-ce que je veux accuser réception d'un document qu'il vient de m'envoyer? Est-ce que je veux reporter un rendez-vous? Quel est l'objectif de mon message écrit? Il faut le définir clairement. Ce que je vous dis peut peut-être vous paraître évident, mais il est loin d'être évident lorsqu'on lit vos messages, car on se perd dans moult détails. Il y a un plan, il y a également un plan à respecter. Je dois également m'adapter au destinataire. Donc, je dois parler simplement. Pour parler simplement, je dois faire des phrases courtes, utiliser les termes justes, trouver le mot juste. Alors, trouver le mot juste et utiliser les termes qu'il faut fera l'objet de l'activité suivante. Adapter mon message. Lorsque je ne parle à un enseignant,
ce n'est pas du tout la même chose que lorsque je parle à un ami. Et choisir le ton juste. Alors, les 4 questions importantes à se poser. Quelle est l'information principale, pardon. De quoi vais-je parler? Quel est l'objectif de mon message? Pourquoi j'écris? J'insiste sur cette question. Pourquoi est-ce que j'écris? Quel est l'objectif? Qui est mon destinataire? Qui doit le connaître? Comment je souhaite faire passer le message? Quels moyens vais-je utiliser pour passer mon message? Alors, l'information principale. Le message doit être clair et précis. Les informations complémentaires ne doivent pas parasiter mon message principal. Je reviens au message que l'on vient de lire. L'information principale, à savoir une demande de réparation rapide du photocopieur, est noyée, elle est parasitée par des informations complémentaires. On parle de garantie, on parle de réparation, on parle de paiement, etc. Donc, on se perd. Le message doit être centré sur des faits et non sur des impressions. Alors, l'objectif de mon message, pourquoi j'écris? Alors, les raisons sont variées. Est-ce que j'écris pour informer? Pour porter une réclamation? Pour s'excuser? Pour demander des informations? Je ne vais pas m'attacher à cela parce que ça fera l'objet, juste après l'activité, d'un autre... je me concentrerai là-dessus. Je dois restituer le contexte, excusez-moi, il y a une petite erreur ici. Je dois également joindre tout document complémentaire à la compréhension du message. Alors, mon destinataire, qui doit connaître mon message. Utiliser correctement les CC, les signes de message importants. Attention à la transmission des messages. C'est-à-dire que je ne dois envoyer le message qu'à la personne intéressée. Alors, comment faire passer le message? Je ne vais pas m'attacher à cela. Et surtout, ne pas oublier l'objectif principal. J'écris un message pour qu'il soit lu et pour qu'il soit compris. C'est une chose extrêmement importante. Excusez-moi. Aller à l'essentiel. L'objectif visé est l'efficacité. Il est vrai que dans certains messages, vous devez rappeler le contexte. Par exemple, dire que c'est suite à un appel téléphonique, en réponse à votre demande, suite à votre réclamation. Mais je vais directement à l'essentiel. Je ne vais pas m'attacher aux détails. Je ne vais pas dire suite à la conversation téléphonique qui a eu lieu, etc. C'est vrai que je dois préciser la date, etc. Mais ne pas me perdre dans les détails. C'est éviter tout ce qui est inutile et qui va diminuer l'efficacité du message. Ce sont les détails inutiles qui n'ont rien à faire dans un message. Citer les faits observés ou rapportés, donner des chiffres et des dates précises. Par exemple, une date précise, suite à un autre entretien téléphonique du 18 septembre, il a été convenu que... Alors, pour rédiger un message efficace, restez simple et utilisez du vocabulaire courant. Moi, j'utiliserai davantage le vocabulaire adapté à son destinataire. Évitez également les abréviations. Rédigez des phrases courtes, 25 mots maximum. Nous ne sommes pas dans la rédaction littéraire, où vous pouvez vous étaler, où vous allez soigner votre style. Ici, on est davantage dans des phrases courtes, pour que ce soit direct et facile à comprendre. Donc, donner une information complète, s'exprimer positivement, éviter le vocabulaire affectif, ne pas être condescendant ou suppliant. Alors, il faut adapter ses écrits, on n'écrit pas comme on parle. Ça fera l'objet de l'activité suivante. Je vais vous donner un ensemble d'expressions utilisées en communication orale, mais que l'on ne peut pas utiliser en communication écrite. Donc, il faudra s'adapter, adapter ses écrits. On reste courtois en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'on n'insulte pas, on reste poli. On dit bonjour et on salue à la fin.
où on utilise des expressions du style cordialement, respectueusement, etc. Tout cela, on le verra la semaine prochaine pour la rédaction des mails. On utilise un langage compris par son interlocuteur, pas de jargon, pas d'abréviation, pas de sigle. Et bien sûr, on reste simple. La simplicité rejoint tout le reste, c'est-à-dire des phrases courtes, 25 mots maximum, un lexique adapté à son locuteur, un vocabulaire simple. Est-ce que mon vocabulaire est compris par mon destinataire? Le jargon est à éviter. Bon, on demande également d'éviter les participes présents, je ne vais pas m'attacher à cela. Varier le vocabulaire et choisir le mot juste. Le mot juste, ça fera l'objet de la deuxième activité. Donc, je répète, on va faire une activité pour portant sur l'écrit, l'oral et l'écrit. Les expressions orales ne peuvent pas être, excusez-moi, on ne peut pas utiliser certaines expressions orales à l'écrit. Il faut adapter son style. Et on doit éviter les mots passe-partout et utiliser des termes adéquats. Alors, éviter aussi les sigles et les abréviations. Par exemple, ne pas utiliser des sigles sources de confusion. Par exemple, si j'ai le CNAM, ça peut être la Caisse nationale d'assurance maladie ou le Conservatoire national des arts et métiers. Idem pour les abréviations. Alors, des phrases courtes, pas plus de 25 mots. Une idée par phrase. Bien sûr, quand je passe d'une phrase à l'autre, je dois utiliser un connecteur logique. C'est-à-dire, c'est exactement ce que l'on avait vu lors de la première séance pour se présenter. Nous avions dit que pour passer d'une phrase à l'autre, il fallait utiliser des liens logiques pour ne pas donner cette impression de juxtaposition. Je ne juxtapose pas. Il faut que mon style soit fluide. Il faut que pour passer d'une idée à l'autre, il y ait un lien logique. Ça peut être la conséquence, l'explication, l'opposition ou autre. Alors, simplifier, donc limiter les pronoms relatifs, trouver le mot juste, choisir plutôt la coordination, éviter la subordination. Bon, éviter les erreurs du subjonctif et réussir la concordance des temps. Vous allez voir cela avec Madame Belhaj, qui vous a déjà présenté qui a déjà fait avec vous une séance portant sur la conjugaison et qui va par la suite qui va continuer. Donc, j'insiste sur l'utilisation et sur la conjugaison. Vous ne pourrez pas écrire si vous ne savez pas conjuguer. Et il faut toujours se rappeler de cela. Je n'écris pas pour faire joli, mais pour être compris. D'accord? Des phrases simples, un style adéquat, un vocabulaire adéquat. Et je ne cherche pas à faire joli, mais il faut que je sois compris. Alors, je dois me poser un ensemble de questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien. Bon, alors, je dois faire un plan. Pour vous aider à choisir et hiérarchiser les informations, j'ai le choix entre respecter l'ordre chronologique. C'est ce qui a été fait c'est ce que la personne qui a émis le mail pour la demande de réparation du photocopieur a essayé d'utiliser au départ. Elle a commencé par l'ordre chronologique et ensuite elle ne l'a pas respecté, ce qui fait que le mail était brouillon. Donc on peut choisir l'ordre chronologique, comme on peut choisir de partir du particulier au général, ou également partir des faits et arriver aux opinions, partir des observations, ce que j'observe, et j'arrive à un diagnostic où je pars de l'essentiel pour arriver au détail. Mais en tout cas, il faut que le lecteur de votre message comprenne et qu'il sache quel est le plan de votre mail. Alors le plan se compose d'une introduction, d'un développement et de la conclusion. Je ne m'attarderai pas là-dessus, ça fera l'objet de la prochaine séance. Choisir les bons arguments également. Je ne vais pas m'attacher là-dessus. On va lister les arguments que vous allez développer. Bien sûr qu'il faut éviter les oublis, les situer dans la hiérarchie, éliminer les hors-sujets. Par exemple, dans le mail pour la demande de réparation, hors sujet, lorsqu'il lui dit qu'il a acheté ce photocopieur parce que c'est quelqu'un qui lui a conseillé. C'est un hors sujet, c'est complètement inutile. Il faut bien sûr rester positif.
Voilà. Donc pour rester positif, j'évite les formules négatives. Je ne suis pas soumis aux événements, j'évite les mots catastrophes. J'implique l'interlocuteur. Il vaut mieux utiliser le vous plutôt que le je. Et vous faites cela pour lui. Voilà. Alors choisir également le ton juste. Il faut choisir un ton adéquat. Vous ne pouvez pas, par exemple, choisir un ton faisant preuve de fermeté si vous vous adressez à l'enseignant qui vous encadre. Attention, attention à choisir le ton. Pas de vocabulaire trop affectif. Et également, ne jugez pas. Voilà. Bien. Alors, je vais passer donc au document suivant, comme je vous l'ai dit. Alors, le document suivant, on va travailler sur l'écrit et l'oral. Voilà. Alors, il s'agit d'adapter le message au destinataire. Alors, sur la colonne de gauche, vous avez tout ce que l'on dit à l'oral. C'est le langage parlé. La colonne de droite, comment transposer ce langage parlé en langage écrit. Par exemple, à l'oral, je peux dire « c'est pour ça ». C'est pour ça que je ne suis pas venu. Par exemple, vous demandez par exemple, vous vous excusez vis-à-vis d'un enseignant parce que vous n'êtes pas venu à un rendez-vous ou à un cours. Donc vous avez dit « je n'ai vu le mail que ce matin à 8h30, alors que le cours débutait à 8h, c'est pour ça que je ne suis pas venu. » Vous pouvez le dire à l'oral, mais à l'écrit, ça ne passe pas. Un gros point reste à résoudre. C'est difficile de faire comme ça. Cet exemple explique bien le cas. C'est possible qu'on fasse ça. Ça demande du temps. On peut discuter ensemble de ces points. Je suis trop content de le savoir. C'est dur de vous répondre. On est des gens qui parlons. Vous en pensez quoi? On va boucler ce dossier. C'est difficile pour avoir ce document. Les gens ne savent pas quoi répondre. Il faut savoir à quoi ça correspond. Ça ne me dit rien. Alors vous avez une liste. Il faut en parler à la direction. Faudrait savoir si c'est tout de suite ou jamais. Comme a dit M. Durand, ça dépend si on dit oui ou non. On a mis les vendeurs au courant. Je vais le dire au chef, etc., etc. Donc vous avez un ensemble d'expressions. Alors je vais vous laisser quelques instants pour essayer de transposer ce langage parlé en langage écrit. Alors je vais vous demander de faire cette première série. Je vais vous laisser quelques instants et ensuite je partagerai avec vous la correction. Alors vous n'allez pas dire c'est pour ça à l'écrit. Qu'allez-vous dire? Idem, vous n'allez pas dire un gros point reste à résoudre. On le dit à l'oral, on le dit lors d'une réunion, mais on ne va pas le dire, on ne va pas l'écrire. Je vous laisse quelques instants. Voilà, bien. Alors, on continue. Alors, je vais vous donner la correction, voilà. Alors, c'est pour ça que on le dit à l'oral. Langage écrit, il vaudrait mieux dire ainsi, c'est la raison pour laquelle. Un gros point reste à résoudre. Un point essentiel reste à éclairer. C'est difficile de faire comme ça. Il est difficile de procéder ainsi. Cet exemple explique bien le cas. Cet exemple illustre bien la théorie exposée. C'est possible qu'on fasse ça. Nous envisagerons de le faire. Ça demande du temps de faire tout ça. Il nous faudra 1 ou 2 jours pour réaliser ce travail. On peut discuter ensemble de ces points. Je reste à votre disposition pour évoquer ensemble ces différents points. Voilà, alors, vous pensez quoi? Qu'en pensez-vous? On va boucler ce dossier. Nous allons terminer, finaliser ou peaufiner ce dossier. C'est difficile pour avoir ce document. Ce document est difficile à obtenir. Il faut savoir à quoi ça correspond. Nous devons connaître le sens de. Voilà, donc je partage avec vous les propositions de correction. Alors, idem pour il faut en parler à la direction. Nous devons en faire part à la direction. Ou ça dépend si on dit oui ou non. Cela dépend de notre décision.
Voilà, je vous laisse jeter un petit coup d'œil avant de passer au verbe passe-partout, les verbes à éviter. Alors, pour enrichir son vocabulaire. Alors, plus vous êtes précis, meilleure sera votre communication. Voilà. De toutes les façons, je partagerai tous ces documents-là avec vous, vous les aurez à la portée. Alors, on passe au verbe passe-partout. Alors, les verbes passe-partout, c'est souvent le verbe être, faire, dire, mettre, donner, etc. Alors, pour le verbe avoir, au lieu de dire avoir une audience, il faudrait mieux utiliser bénéficier d'une audience. Avoir une autorisation, obtenir une autorisation. Avoir des conséquences, provoquer ou entraîner des conséquences. Avoir une influence, exercer une influence. Avoir une réponse, j'aimerais obtenir une réponse. D'accord? Avoir une responsabilité, assumer la responsabilité. J'assume la responsabilité. Alors pour le rôle, avoir un rôle, un succès, du succès des vêtements, etc. Alors pour le rôle, tenir un rôle, jouer un rôle, remporter du succès, recevoir une visite. Alors, pour le verbe passe-partout, dire, au lieu de dire l'adresse ou me donner l'adresse, indiquer l'adresse. Exprimer un avis. Prétendre le contraire. Confesser ou avouer une erreur. Au lieu de dire une histoire, raconter ou narrer une histoire. Proférer une menace. Apprendre une nouvelle. Alors je passe au verbe faire. Faire accepter, imposer. Cesser un malentendu, dissiper un malentendu. Courir une rumeur, propager une rumeur. Voilà. Alors, on va les passer en revue. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Alors, par exemple, faire une rencontre, une connaissance, rencontrer quelqu'un, faire une critique, émettre une critique. Faire une dette, contracter une dette, faire un discours, prononcer un discours. Ou faire une enquête, mener une enquête. Faire des excuses, présenter des excuses. Voilà, vous avez ce document qui est très riche et que je partagerai, que je mettrai à votre disposition. Voilà, pour les verbes passe-partout. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, alors en ce qui concerne la rédaction d'un message, on doit toujours se poser la question pourquoi est-ce que j'écris? Est-ce que c'est pour informer, pour demander, pour renseigner, etc. Donc pour rédiger un courrier formel, pourquoi écrivez-vous? Est-ce pour demander? Si vous écrivez pour demander, vous allez dire je vous demande, nous vous demandons de. Je vous saurai gré ou nous vous saurions gré. Je souhaite, je souhaiterais. Nous souhaitons, nous souhaiterions. Attention à l'utilisation du présent ou du conditionnel. Je vous prie, nous vous prions. Vous serait-il possible? Donc ce sont des exemples d'expressions que vous aurez à utiliser pour formuler une demande. Pour répondre à une demande. Alors, pour faire suite à votre lettre due, je dois bien sûr préciser la date, je ou nous. À la suite de notre conversation téléphonique due, je ou nous. Ou suite à, c'est incorrect, mais fait partie des usages des mails. Bon, c'est vrai, bon, d'ailleurs, usage, il manque un petit S, mais c'est rentré, en quelque sorte, c'est incorrect, mais c'est entré dans la langue française, on l'utilise. Je vous remercie, nous vous remercions. En réponse à votre lettre ou à votre mail dû, par votre lettre due, votre proposition de, etc. Cela, c'est pour répondre à une demande. Pour confirmer, par exemple, je peux envoyer un mail pour confirmer la réception d'un document. Je vous confirme, nous vous confirmons. Je suis toujours disposé. Nous sommes toujours disposés à. Conformément à notre accord, à notre courrier, comme convenu, comme évoqué, comme annoncé lors de notre entrevue,
de notre entretien, de notre conversation. En confirmation de notre échange téléphonique du. Donc là, l'objectif, c'est de confirmer, l'objectif du message. Ça peut être également informer. Alors pour informer, vous avez « je vous informe que »,« je vous annonce que »,« nous sommes très heureux, heureuses ou ravis de vous annoncer, par exemple, que vous avez été retenu »,« je me réjouis de »,« nous nous réjouissons de », « c'est avec grand plaisir que je » ou que nous, « j'ai le plaisir de », « nous avons le plaisir de ». Bien sûr, quand vous avez « de », vous avez un verbe à l'infinitif. Attention. Alors, ce sont des expressions, en toute franchise, je préfère que vous utilisiez « j'ai le plaisir de » suivi de l'infinitif, plutôt que vous utilisiez le « que » qui doit être suivi du subjonctif. Et le subjonctif, si vous ne maîtrisez pas votre conjugaison, utilisez la préposition « de » suivie de l'infinitif. Je vous prie de noter, ou nous vous prions de noter. Alors, tout cela, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une mauvaise nouvelle, on exprime des regrets. J'ai le regret de vous annoncer que. Alors, pour exprimer des regrets, je regrette, nous regrettons de, nous avons le regret de, à mon grand regret, il nous est ou il m'est malheureusement impossible, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de, par exemple, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de donner suite à votre demande. Nous regrettons de ne pas donner suite à votre demande. Ou je ne suis malheureusement pas en mesure d'accéder à votre demande. D'accord? Pour exprimer des regrets. Pour exprimer la surprise. Nous avons été étonnés d'apprendre par votre lettre, par votre mail, ou nous sommes surpris de. Pour s'excuser, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour, par exemple, pour le retard. D'accord? Bon, alors je vous déconseille bien sûr de remettre un travail en retard, mais si c'est le cas, il faut s'excuser. Vous ne pouvez pas envoyer un travail sans excuse si vous n'avez pas respecté le temps imparti. Ou je vous présente, ou nous vous présentons toutes nos excuses pour. Vous voudrez bien m'excuser de. Je vous adresse ou nous vous adressons toutes nos excuses. Je vous renouvelle ou nous vous renouvelons toutes nos excuses pour. Alors pour rappeler, alors bien sûr, il faut aller droit au but. Excusez-moi. Nos précédents courriers sont restés sans réponse, malgré nos 2 précédents courriers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas se perdre, aller droit à l'essentiel. Bien sûr, vous pouvez mettre entre parenthèses la date des courriers qui ont été envoyés. Mais ce n'est pas la peine de faire une phrase en disant « Je vous ai écrit le pour vous annoncer que ». Puis j'ai écrit un second courrier le, etc. Je vais droit au but. Donc, nos précédents courriers sont restés sans réponse. Je peux mettre entre parenthèses la date des courriers et je passe à l'objectif de mon message. Je ne me perds pas dans les détails. Vous n'avez toujours pas donné suite à notre courrier, vous n'avez pas répondu à notre courrier dû. Alors pour refuser, nous ne pouvons malheureusement pas donner une suite favorable à votre demande. Je regrette ou nous regrettons. Nous ne sommes pas en mesure de, nous sommes contraints de. Pour exprimer l'obligation, attention, vous ne pouvez pas exprimer l'obligation lorsque vous adressez par exemple à un enseignant ou lorsque vous adressez à une personne qui vous encadre dans un stage ou en milieu professionnel. C'est l'enseignant qui va exprimer l'obligation. Il faut que, d'accord? Il faut que ce soit le supérieur hiérarchique qui s'adresse à vous. Il est important, essentiel, primordial que vous, par exemple, un enseignant pourrait vous dire, il est primordial que vous me remettiez votre travail avant le. Il est primordial de me remettre votre travail. Vous devez nécessairement ou obligatoirement me remettre. Vous devez rapidement. Je vous demande ou nous vous demandons avec insistance de. Ça exprime également l'obligation. Mais c'est une façon polie de le dire. Pour envoyer un document, donc dans le même mail, veuillez trouver 6 juin, ou vous trouverez 6 juin, etc. Voici les informations attendues.
Alors nous vous adressons sous courrier séparé ou dans un autre mail. Et bien sûr, pour remercier, je vous remercie, nous vous remercions nous vous remercions pour votre confiance ou pour votre collaboration ou pour votre aide ou pour votre collaboration. Voilà. Alors, nous avons donc terminé avec les différents conseils pour rédiger un message efficace. Donc, ce n'est pas un message écrit, c'est un message oral, mais rien ne m'empêche de vous remercier d'avoir suivi cette 3e séance. La 4e séance sera consacrée à la rédaction du mail. Alors, vous savez que la rédaction du mail nécessite un certain savoir. Il y a un plan à suivre. C'est ce sur quoi nous travaillerons la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, la seconde partie de cette séance sera assurée par Madame Belhaj, qui va continuer à travailler avec vous sur les temps et les valeurs temporelles. Bien, je vous souhaite une bonne semaine et à mardi prochain. Au revoir. Bonjour tout le monde. Je vais enchaîner sur ce qu'on avait déjà commencé la dernière fois. J'avais parlé donc des temps verbaux. Et on avait examiné ensemble les temps les plus utilisés. Je rappelle que je n'avais pas parlé donc du passé simple. Pourquoi? Parce que le passé simple, c'est un temps tout simplement qu'on ne parle plus dans les couloirs, qui n'est plus donc utilisé. C'est le temps de la narration. C'est vrai qu'on le retrouve dans certaines... Certains peuvent y recourir pour certaines rédactions. Mais on a donc focalisé sur les temps les plus utilisés. Maintenant, je dirais que le passé simple, il est remplacé, il est supplanté par le passé composé. On avait vu la dernière fois, je fais juste un petit rappel, s'il vous plaît, avant d'aborder les valeurs temporelles. Là aussi, pour les valeurs temporelles, on va examiner les valeurs qui sont les plus usitées, qu'on rencontre beaucoup plus dans l'usage. Je ne parlerai pas des valeurs modales, attention, parce qu'il y a d'une part les valeurs temporelles, il y a d'autre part les valeurs modales. Et si on rentre dans le chapitre de la conjugaison verbale, c'est un chapitre qui est très long. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Nous sommes en train de voir ensemble les choses les plus importantes, les choses les plus fréquentes, c'est-à-dire les points dont vous aurez besoin pour parler et aussi pour écrire. Alors, je rappelle ce que j'avais dit la semaine dernière. J'aime bien, moi, rafraîchir la mémoire de mes étudiants à chaque fois. J'avais parlé donc au niveau des temps verbaux, des temps simples et des temps composés. Alors, pour les temps simples, on avait vu d'une part le présent de l'indicatif, on a vu comment il était formé, d'accord ? J'avais dit qu'au niveau du présent de l'indicatif, il fallait il faut apprendre donc, les verbes qui sont irréguliers, notamment les verbes du 3e groupe, c'est-à-dire les irrégularités, on les retrouve au niveau du 3e groupe. Vous avez également le futur, d'accord ? Le futur qui, on a vu, est formé sur la base, pour la majorité des verbes qui sont des verbes réguliers, je ne parle pas des verbes qui sont irréguliers, qui sont à apprendre, donc pour la majorité des verbes qui sont des verbes réguliers, le futur est formé sur la base de l'infinitif, du radical verbal, qui est le radical verbal de l'infinitif. Je prends le verbe à l'infinitif et j'ajoute donc la terminaison verbale du futur. Il y avait également le fameux imparfait. Je vous ai donné une petite clé. Si vous avez appris donc votre présent de l'indicatif, l'imparfait est facile donc à former. Vous risquez pas de vous tromper. Il suffit tout simplement de revenir sur le radical verbal de la première personne du pluriel qui est le nous. Donc revenir sur la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Comme lorsque je dis par exemple nous croyons, j'enlève la terminaison verbale du présent de l'indicatif ONS, il me reste le radical verbal CROY,
D'accord? Et je lui ajoute la terminaison verbale de l'imparfait. Je dirais je croyais, tu croyais, il croyait, et le radical ne va pas changer. Donc, il en est de même pour les verbes irréguliers. S'ils sont déjà appris au niveau du présent de l'indicatif, eh bien, c'est facile pour moi de conjuguer mon imparfait. Pour ce qui est du conditionnel, eh bien, quelle est la différence entre le conditionnel? Si je connais déjà mon futur, le conditionnel est déjà acquis, puisque la différence entre le futur et le conditionnel se situe uniquement au niveau de la terminaison verbale, qui est celle de l'imparfait. Voilà. Le conditionnel va utiliser comme, je dirais, terminaison verbale, celle de l'imparfait qui est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Il me restait également donc à parler donc, du passé composé, pardon, ça c'est pour les temps qui sont simples, donc j'ai dit le présent, l'imparfait, le futur et le conditionnel présent. J'ai vu également, nous avons examiné également ensemble les temps composés. Ben, les temps composés, ils sont très très simples. Il suffit d'apprendre son passé composé pour connaître les participes passés. Si j'apprends bien mon passé composé afin de m'approprier les participes passés, eh ben, les autres temps, je dirais, composés sont faciles, puisqu'il consiste, ces temps composés consistent en quoi? Il consiste en la chose suivante. Pour le passé composé, qu'est-ce que j'ai? Le verbe, par exemple, chanter, il va se conjuguer au moyen de l'auxiliaire avoir et plus le participe passé du verbe. Donc, je dirais, à quel temps je vais conjuguer mon auxiliaire avoir ou bien mon auxiliaire être? Au présent de l'indicatif. Donc, le passé composé, c'est quoi? C'est le présent de l'indicatif de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe. Maintenant, qu'est-ce que le plus que parfait? Le plus que parfait, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe, qui ne changera jamais le participe passé. Une fois le participe passé appris, il va fonctionner pour tous les temps, pour tous les autres temps composés. Pour le futur antérieur, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être au futur, plus le participe passé. Alors j'ai dit le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être au conditionnel, bien sûr présent, plus le participe passé du verbe. Voilà pour ce qui est donc de ces temps verbaux qui ne doivent pas vous poser énormément de problèmes, puisqu'il faut quand même apprendre sa conjugaison verbale, et j'ai essayé de vous donner un petit peu quelques solutions, quelques petites clés pour vous faciliter cette conjugaison verbale. Alors aujourd'hui je vais entamer la deuxième partie, à savoir celle relative aux valeurs temporelles. Alors, j'ai dit les valeurs temporelles, je ne parle pas des valeurs modales, s'il vous plaît, parce que les valeurs modales, c'est autre chose. Alors, les valeurs temporelles, pour parler des valeurs temporelles, quelle est la valeur du présent de l'indicatif? Quand est-ce que je vais l'employer? Quelle est la valeur du futur, c'est-à-dire quand est-ce que je vais utiliser le futur? Quelle est la valeur de l'imparfait, c'est-à-dire quand est-ce que je vais employer l'imparfait? Quelle est la valeur du conditionnel présent, c'est-à-dire quand est-ce que je vais employer ce conditionnel présent? Et puis aussi les valeurs des temps composés, le plus que parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé et le passé composé. Alors, avant de commencer à parler du présent de l'indicatif et de ses valeurs temporelles, moi j'aimerais bien donner ce que j'appelle toujours l'axe temporel, pour que l'étudiant puisse savoir au niveau de l'axe, ce que j'appelle l'axe temporel, c'est-à-dire l'axe sur lequel vont se situer les différents temps utilisés. Alors voilà, j'ai cet axe-là. Je mettrai une ligne horizontale. D'accord? Où est-ce que je vais situer mon présent? Par exemple, mon présent, je vais le situer ici. C'est le moment de l'énonciation. Le présent, c'est le moment de l'énonciation, c'est-à-dire le moment où je suis en train de parler. Le futur, bien sûr, par rapport au présent, il va se situer là. C'est un futur, c'est-à-dire on parle d'un moment qui va avoir lieu. Ça,
c'est le futur. D'accord? Sur ma droite, par rapport au présent, j'aurai un futur, mais sur ma gauche, par rapport au présent, j'aurai les temps du passé. Alors, où vont se situer les passés, les fameux passés? Alors, le passé, et je le dis toujours à mes étudiants, le passé le plus proche du présent, c'est le passé composé. Quand vous le voyez, il est proche du présent. Le passé qui est un peu loin du présent, c'est l'imparfait. Il est un petit peu loin par rapport au passé composé. Je vais dire pourquoi. Et le passé qui est beaucoup plus loin du présent et un petit peu, il précède l'imparfait, c'est le plus que parfait. Plus que parfait. Voilà, vous voyez les croix, s'il vous plaît. Ces croix permettent de montrer sur l'axe temporel comment se situent mes différents temps qui sont très importants quand je suis en train donc de parler, quand je suis en train donc de rédiger et surtout aussi de parler parce que vous avez besoin de parler aussi. Alors, comme vous le voyez, le futur se situe, c'est un temps qui est projeté, c'est-à-dire c'est le temps de tout ce qui va venir, donc il vient après le présent. Le passé composé, c'est un passé qui est proche du présent, c'est-à-dire quand je dis hier par exemple, je vais utiliser le passé composé. Hier, je suis sortie. Hier, j'ai préparé du poulet, un tagine de poulet, par exemple. C'est un passé qui est proche du présent. La semaine dernière, j'ai passé mes examens, par exemple. C'est un passé qui est proche du présent. Mais l'imparfait, il est loin. Quand je vous dis, par exemple, parlez-moi de votre enfance. Parlez-moi de vous quand vous aviez, je ne sais pas, quand vous aviez 8 ans ou quand vous aviez 10 ans. Eh bien, vous allez remonter dans le passé. Vous allez remonter un petit peu dans le passé. Vous allez dire, quand j'avais 8 ans, j'avais un ami qui s'appelait Mohamed, tous les matins, nous allions ensemble à l'école, etc., etc. Et vous avez le plus que parfait, c'est un temps du passé qui est le temps de l'antériorité par rapport à ces deux temps, à savoir l'imparfait et le passé composé. Il exprime une action qui se passe avant, soit un passé composé ou bien un imparfait. On verra un exemple tout à l'heure. C'est le temps de l'antériorité. C'est-à-dire, c'est quoi l'antériorité? Qu'est-ce que l'antériorité? L'antériorité, on dit qu'une action est antérieure, ça veut dire que c'est une action qui se passe avant une autre action. D'accord? Une action antérieure, c'est une action qui est antérieure à une autre. Et donc, le plus que parfait, vous allez le voir, c'est un temps par excellence de l'antériorité. Alors, nous allons, j'espère que vous avez pris quand même ce schéma, il est quand même important. Et je vais commencer donc à parler, s'il vous plaît, du présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif, à quoi sert-il? C'est le présent actuel, c'est-à-dire c'est celui de l'énonciation. C'est-à-dire que quand celui qui parle, celui qui est en train de parler, au moment où il parle, il va utiliser le présent de l'indicatif. Je dirais à quelqu'un, par exemple, maintenant je vous dis, je vous explique le présent de l'indicatif. Je vous explique le présent de l'indicatif. C'est-à-dire, en ce moment-là, au moment où je suis en train de parler, eh ben, je vais utiliser le présent comme temps. D'accord? C'est le moment de l'énonciation. Moment de l'énonciation. Il y a aussi, bon, je vais noter quand même parce que c'est le présent actuel. Je mettrai le présent actuel. C'est-à-dire lié à l'énonciation, temps de l'énonciation. Voilà. Je passe à un autre point. Le présent, il peut être aussi, je peux l'utiliser rattaché au temps de l'énonciation d'un passé, je dirais.
Le présent peut être rattaché, peut être à présent, présent d'un passé, présent d'un passé rattaché, je dirais tout simplement d'un passé rattaché au temps de l'énonciation. Je vais expliquer. Présent rattaché au temps de l'énonciation, mais c'est un présent d'un passé. D'accord? Je vais rectifier. C'est un présent d'un passé rattaché au temps de l'énonciation. Rattaché au temps de l'énonciation. Je vais expliquer à travers de l'énonciation. Je vais expliquer. À travers, bien sûr, un exemple. Je prendrai comme exemple, depuis des siècles, les Marocains sont connus par leur hospitalité. Depuis des siècles, les Marocains sont connus par leur hospitalité. Quand je dis présent d'un passé rattaché au temps de l'énonciation, c'est-à-dire au moment où je suis en train de parler, les Marocains n'ont pas changé. Ils sont toujours hospitaliers. Et depuis des siècles, si j'utilise sont connus, c'est-à-dire que leur hospitalité ne date pas d'aujourd'hui, mais leur hospitalité date déjà de siècles, des siècles, d'accord, d'un passé. C'est-à-dire, dans le passé déjà, dans l'histoire des Marocains, dans l'histoire du Maroc, les Marocains ont toujours été connus par leur hospitalité. Voilà, c'est le présent d'un passé rattaché au temps de l'énonciation. Et au moment où je suis en train de parler, cette hospitalité existe toujours chez les Marocains. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième point. Je dirais que, également, le présent, il peut être utilisé ayant comme valeur la valeur d'un futur proche. Expression d'un futur proche. D'un futur proche. Il nous arrive de l'utiliser comme expression d'un futur proche, par exemple dans une phrase telle que « Morgane arrive de Paris dans 2 heures ». Morgane, au mari, arrive de Paris dans 2 heures. Au lieu de dire Morgane arrivera de Paris dans 2 heures, on peut également dire Morgane arrive de Paris dans 2 heures. C'est-à-dire que j'ai cette possibilité également d'utiliser le présent comme étant un temps qui a la valeur d'un futur proche. Dans 2 heures, j'ai la possibilité, attention, le français est très riche. La langue française, elle est très riche. Le français me donne la possibilité ici. En général, les gens vont utiliser un futur, parce que le dans 2 heures, c'est une expression qui exprime quoi? Une action qui va avoir lieu, qui va se dérouler. C'est l'arrivée de Marie, d'accord? Ici, par exemple, au Maroc, elle arrive de Paris, mais au Maroc dans 2 heures. Mais le français, j'ai dit, c'est une langue qui est très riche. Il me donne également la possibilité d'employer un présent à la place d'un futur proche, au lieu de dire Morgane arrivera de Paris dans 2 heures, ou bien Morgane va arriver, encore plus, ceux qui parlent de futur proche au moyen du verbe aller plus infinitif, on peut avoir Morgane va arriver de Paris dans 2 heures. Mais on peut également avoir cette possibilité d'utiliser, d'employer le présent à la place d'un futur proche. Et puis vous avez également le présent qui est très important, ce qu'on appelle le présent de vérité générale, ou bien le présent qu'on appelle omnitemporel. Alors je vais essayer d'effacer. Présent omnitemporel. Que veut dire un présent omnitemporel?
c'est-à-dire qui dure dans le temps, il ne va jamais changer. C'est présent également qu'on appelle le présent de vérité générale. Présent omnitemporel, veuillez m'excuser, j'ai du mal à effacer un petit peu. Le stylo ne passe pas facilement. Présent omni, O-M-N-I, omnitemporel. Ou bien qu'on appelle également le présent de vérité générale. Quand je dis par exemple qui est toujours vrai, c'est un présent qui exprime un fait, il exprime un fait qui est toujours vrai. Exprime un fait toujours vrai. Bon, pardon. Aïe, 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 il y a des abréviations. Un fait qui est toujours vrai. Quand je dis, par exemple, un triangle à 3 côtés. Un triangle à 3 côtés. Ben, jamais on ne trouvera un triangle avec 4 côtés. C'est une vérité générale, elle est là. Elle ne changera jamais. On le retrouve également dans les proverbes et les dictons, quand on dit « l'argent ne fait pas le bonheur »,« la fortune sourit aux audacieux », dans les proverbes, l'argent dans les proverbes, alors que c'est un fait qui est toujours vrai, il se rencontre dans les proverbes ou les dictons. Alors je dirais, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, par exemple, c'est un exemple entre autres. D'accord? Et vous avez également, regardez la valeur du présent. Comment je peux employer le présent? Quels sont les divers emplois, les divers usages du présent? Il y a aussi un dernier point que je voudrais quand même relater au niveau du présent, c'est le présent de caractérisation. Oui, quand je fais le portrait de quelqu'un, ben oui, je dis Mohamed a les cheveux, je dirais, blonds, les yeux verts, par exemple, ou les yeux noisettes, d'accord? Donc, quand je fais le portrait de quelqu'un, j'emploie également le présent de l'indicatif. C'est le présent de caractérisation. Présent de caractérisation. Je dirais, entre autres, j'ai un exemple, Marie ou bien Mohamed, Marie, allez, restons avec Marie, a les yeux verts et les cheveux, par exemple, et Jeanne a des cheveux, a des yeux, je préfère, a des yeux verts et des cheveux blonds. Voilà, des cheveux blonds. Voilà, c'est le présent de caractérisation. Alors, j'ai donné ici les différents donc, usages du présent. Maintenant, je vais passer à l'usage donc de l'imparfait. Je ne vais pas parler du passé composé parce que je commence d'abord par les valeurs temporelles des temps qui sont simples. Ensuite, on verra les temps composés. Voilà, j'efface par la même occasion cet axe temporel pour que je puisse avoir de la place au niveau du tableau. Je continue avec, m'excuser, je risque pas de écrire beaucoup, parce que
J'ai du mal à effacer tout ça. Alors l'imparfait. Je passe aux valeurs de l'imparfait. Quand est-ce que j'emploie l'imparfait? J'ai dit que l'imparfait sur l'axe temporel, vous l'avez vu, il se situe un petit peu loin du présent. Alors, imparfait. L'imparfait, sert à exprimer une action qui est en cours, c'est-à-dire qui est en train de se faire. Action en cours. Voilà, je me limiterai, s'il vous plaît, aux mots essentiels. Parce que, à cause du tableau, action en cours. Que veut dire action en cours? C'est-à-dire une action qui est en train de se faire dans un moment passé. Je dirais par exemple, l'homme entrait quand l'avion passa. C'est-à-dire que j'ai deux actions, l'avion qui passe et l'homme qui entre. Et toutes les deux sont des actions que j'ai présentées au passé, qui sont exprimées au passé. Mais l'une, s'il vous plaît, se déroule et continue à s'effectuer au moment, je dirais, où l'avion passa, et passa c'est le passé simple du verbe passer, au moment où l'avion passa, que faisait l'homme? Il était encore en train d'entrer, d'accord? Il entrait chez lui, l'homme entrait chez lui quand l'avion passa dans le ciel, par exemple. Hein? L'homme entrait, c'est-à-dire que l'action n'est pas terminée, n'est pas achevée, elle est en cours de déroulement, elle est encore en train de se réaliser, d'accord? Dans un moment du passé. Donc c'est une action qui dure dans le temps. C'est une action qui dure dans le temps, qui n'est pas accomplie, qui n'est pas achevée, qui n'est pas terminée. Alors ça, c'est l'action, ce que j'appelle en cours de déroulement. Action en cours de déroulement. Je passerai aussi un deuxième point de l'imparfait. L'imparfait, on le retrouve également, vous allez l'employer dans le discours indirect ou le style indirect. Quand ce style indirect, je vais travailler, j'espère, avec vous, le discours indirect, il est très important parce que nous avons des règles de concordance des temps que vous devez connaître. Alors l'imparfait, je vais le retrouver également dans le discours indirect. Quand ce discours, par exemple, je dis, je quitte discours imparfait dans le discours indirect ou le style indirect. Imparfait dans le style, comme vous voulez, ou discours. J'aime bien parler de discours. Discours indirect. J'ai mis une accolade, s'il vous plaît. L'accolade, ça veut dire un choix, soit style, soit discours. Indirect. On l'utilise en linguistique pour marquer le choix entre deux choses. Dans le style indirect ou bien dans le discours indirect. Supposons par exemple Pierre qui me parle et qui me dit « Je quitte Paris je quitte Paris. » D'accord? Je quitte Paris dans une semaine. Exemple, ça c'est le discours direct. Discours direct. Dans discours direct, il me dit « Pierre parle. » Pierre parle et me dit « Je quitte Paris dans une semaine. » Comme vous voyez, il a utilisé, il n'a pas dit « je quitterai Paris dans une semaine », il a préféré un présent à la place d'un futur proche. Je vais quitter Paris. Alors, je quitte Paris dans une semaine. Je mets, ça c'est mon discours direct. Quand je passe au discours indirect, alors, dans le discours indirect, attention, il y a deux types de discours. Il y a le discours indirect au présent, il y a le discours indirect au passé. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que j'aimerais bien travailler avec vous comme item le discours
indirect, parce qu'il y a le discours indirect au présent et le discours indirect au passé. Alors, je quitte Paris dans une semaine. Moi, je vais rapporter, il me l'a dit hier, d'accord? Et je vais rapporter les paroles aujourd'hui à ma collègue, ou bien à ma sœur, ou bien à une amie. Et je lui dirai, tiens, hier, j'ai rencontré Pierre, et il m'a confirmé, il m'a dit, Pierre m'a dit, il m'a dit, ou Pierre m'a dit, que devient le présent? Le présent, je quitte, que Pierre a utilisé hier en me parlant. Moi, aujourd'hui, je rapporte les paroles de Pierre. Que devient ce présent? Il va devenir un imparfait. Qu'il quittait. Ah oui, ce sont les règles de concordance des temps en français. Le français est impardonnable. À ce niveau-là, sachez-le. Il faut apprendre ces règles de concordance des temps. Il m'a dit qu'il quittait. Le présent devient un imparfait. C'est pour cela que j'ai dit imparfait dans le discours indirect. Quand ce discours indirect est au passé, attention, il m'a dit, je n'ai pas dit, il me dit. Parce que le discours indirect au présent, on va voir si jamais on travaille ensemble le discours indirect, eh ben, il n'y aura pas de changement de temps. Mais parce que aujourd'hui, c'est moi, je rapporte les paroles de Pierre. Pierre, je l'ai rencontré hier, ou bien je l'ai rencontré la semaine dernière. Et c'est aujourd'hui que je parle de Pierre. Donc, je vais utiliser un passé. Je vais dire, Pierre m'a dit. Il ne me dit pas maintenant. Il m'a dit hier, il m'a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'il quittait le présent, utilisé par Pierre, devient dans ma bouche, quand je rapporte, il devient un imparfait. Qu'il quittait Paris, la suite, Paris, dans une semaine, je mets 3 points de suspension. Alors, donc, nous avons l'imparfait dans le style indirect, action en cours, c'est-à-dire qui est encore en train de se passer au moment donc de l'énonciation, qui n'est pas terminée. Imparfait dans le discours indirect, j'ai dit c'est l'équivalent c'est pas l'équivalent d'un présent, c'est en quelque sorte, c'est un présent qui se transforme en un parfait quand je rapporte mon discours, quand je rapporte les paroles de quelqu'un au passé. Et là, je vais dire également que l'imparfait sert à exprimer des actions qui se répètent dans le passé. Actions qui se répètent dans le passé. Bon, je vais effacer, veuillez m'excuser, avant que ça ne colle. Ça, c'est la 3e valeur d'emploi. Valeur temporelle, je rappelle, je ne parle pas des valeurs modales. Alors, j'ai dit action, il sert à exprimer des actions qui se répètent dans le passé. Action qui se répète. Ou bien ça peut être une action seule qui se répète dans le passé. Ouais. Je donnerai comme exemple, elle se levait. Ben je parle de Marie qui nous a quittés, par exemple, qui est morte. Je parle d'elle. Et c'est des actions qui se répètent. Ça peut être aussi des actions qui se répètent, que vous faisiez, que vous effectuiez avant, dans le passé, que vous ne faites plus actuellement. Alors, elle se levait. Elle se levait. D'accord? Tous les jours. Elle se levait. Elle déjeunait. Elle déjeunait. Qu'est-ce qu'elle faisait d'autre? Elle travaillait. La pauvre Marie. Ah. Elle se levait, elle déjeunait, elle travaillait, puis se recouchait. Voilà. C'était toujours sa vie comme ça, tous les jours. Elle se levait, elle déjeunait, elle travaillait, puis se recouchait. Ce sont des actions qui se répétaient dans la vie de Marie, par exemple, tous les jours, tous les jours. Ces actions se répétaient. Et puis vous avez également l'imparfait, si jamais je travaille également avec vous, et j'aimerais bien, je le dis, peut-être, le récit.
Dans le passé, quand je raconte un événement ou des événements, hein, nous allons voir à quel moment va être employé l'imparfait. On va le voir ensemble. L'imparfait, c'est également le temps des souvenirs. Souvenirs. Temps des souvenirs. Oui, alors, le souvenir ou les souvenirs. Alors, s'il vous plaît, chacun a des souvenirs. Et chaque fois que vous allez vous souvenir de quelque chose dans votre passé, dans votre vie passée, vous allez utiliser l'imparfait. Et je dirais par exemple, quand j'étais jeune, je faisais du ski. Quand j'étais jeune, c'est un souvenir. Hein? Maintenant, je suis plus jeune. Hein? Quand j'étais jeune, je faisais du ski. Vous avez vu, j'ai conjugué mes deux verbes, à savoir l'auxiliaire être et le verbe faire à l'imparfait. Quand j'étais jeune, je faisais du ski. Alors, pour le souvenir, c'est le temps des souvenirs. L'imparfait, c'est le temps des souvenirs. L'imparfait, c'est également le temps de la description, par excellence. Description. Attention. Oui, par excellence, c'est le temps de la description. Tout à l'heure, j'ai vu, donc, on a vu le présent de caractérisation. Pourquoi de caractérisation? Parce que quand vous faites le portrait de quelqu'un, s'il vous plaît, maintenant au présent, ce quelqu'un ne va pas changer. Je dirais, de quel Jean tu parles? Eh bien, je parle de Jean qui a les yeux bleus, le nez retroussé, les cheveux châtain clair, etc., etc. J'utilisais au présent de l'indicatif. Mais dans une narration, et même dans un récit, quand vous racontez, vous faites le récit de quelque chose, ou bien vous lisez un roman, et dans la narration, le passage au niveau de la description, en général, quand on parle de quelqu'un, c'est un récit que je fais au passé, je raconte un événement par exemple, je laisse de côté la narration, je suis en train de raconter un événement, par exemple, quelqu'un m'a agressé la semaine dernière, et je suis obligée de faire son portrait, en déposant ma plainte auprès de la police, chez la police. Donc, ils me disent comment était-il. Regardez, déjà au niveau de la question, comment était ce garçon? Eh bien, je dirais, il était grand de taille, il avait les yeux, je ne sais pas, petits, il portait une casquette, et aussi des espas, un jean, etc., etc. Donc quand je fais la description de ce personnage, j'utilise l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps idéal pour la description. Je mettrai temps idéal. Je souligne l'idéal pour la description. Temps idéal pour la description. Je dirais, Jeanne avait les cheveux frisés qui pendaient sur ses épaules. Jeanne avait les cheveux, je dirais par exemple les cheveux frisés ou les cheveux, comme vous voulez, les cheveux frisés qui pendaient sur ses épaules. Peut-être que Jeanne a changé de look aujourd'hui, mais avant, elle avait les cheveux frisés qui pendaient sur ses épaules. Je fais la description de Jeanne, par rapport peut-être à Jeanne qui n'a plus le même look, c'est-à-dire qui a changé. Elle n'a plus les cheveux frisés, ses cheveux sont lisses maintenant, etc. D'accord? Alors voilà pour ce qui est donc de l'imparfait. Et je passe au troisième temps, à savoir la valeur d'emploi du futur. Je ne m'attarderai pas sur le futur, parce que le futur, vous le savez, c'est le temps des projets, c'est le temps de toute action qui va se situer dans un moment futur par rapport au présent
de l'énonciation, par rapport au moment de l'énonciation. Que veut dire le moment de l'énonciation? Le moment où je suis en train de parler. Donc, le futur, je ne vais pas du tout m'attarder. Hein. C'est un temps, comme vous l'avez vu, au niveau de l'axe temporel que j'ai présenté au départ. Hein. Vous voyez où se situe le futur. Le futur est projeté, d'accord, il est situé après le présent. Donc, c'est l'expression d'une action future. Le futur, tout simplement, je dirais, futur, c'est quoi? Expression de toute action future. D'une action future. Voilà. Je peux donner comme exemple, hein, Marie appellera. Marie appellera, regardez, j'ai utilisé, s'il vous plaît, un futur. Appellera demain. Et pourquoi j'ai utilisé le futur? Parce qu'il y a déjà, je dirais, un indicateur temporel qui nécessite le futur. Dès que je dis demain, ben, je vais utiliser également le futur. Marie appellera demain pour me dire quoi? Pour me dire quel jour de la semaine prochaine. Regardez, j'ai utilisé des indicateurs temporels qui justifient l'emploi de mon futur. La semaine prochaine, c'est également un indicateur temporel pour me dire quel jour de la semaine prochaine, après la semaine prochaine, je dois avoir également un futur. Elle viendra. Voilà. La semaine prochaine, l'emploi de la semaine prochaine appelle l'emploi du futur et l'usage de demain comme indicateur temporel appelle l'emploi également du futur. Voilà, c'est ça le futur. Je ne vais pas parler des modalités du futur, loin de là, c'est les valeurs temporelles. Je suis en train de parler des valeurs temporelles. Et donc la valeur temporelle au niveau, en ce qui concerne le futur, on dira que le futur c'est l'expression d'une action future. Quand est-ce que je vais l'employer? Je vais l'employer quand j'ai envie d'exprimer une action qui va se produire, Donc, elle m'appellera demain, c'est-à-dire au moment de l'énonciation, je suis en train de parler maintenant de Marie. Et je suis en train de dire quoi de Marie? Je suis en train de dire de Marie qu'elle m'appellera demain, c'est-à-dire elle fera cette action demain. Pour me dire quoi? Quel jour de la semaine prochaine elle viendra? C'est-à-dire, c'est pour m'annoncer par la suite, demain elle va m'appeler, elle m'appellera demain, pour me dire quoi? Quand est-ce qu'elle viendra? Quand? La semaine prochaine. Donc déjà, l'usage de demain et de la semaine prochaine en tant qu'indicateur temporel appelle, donc, je dirais pas exige, oui, appelle l'emploi donc du futur. Pour ne pas dire exige. Hein. Et je passe au quatrième temps, d'accord, qu'on a vu, le conditionnel présent. Attention, je l'ai déjà dit la semaine dernière, le conditionnel est à la fois un temps et un mode. Attention, il est aussi bien un temps qu'un mode. Moi, je suis en train de le traiter en tant que temps, pas en tant que mode. J'ai dit, j'ai soufflé un petit mot la semaine dernière en disant que le conditionnel présent, c'est l'équivalent d'un futur. Et effectivement, c'est l'expression d'un futur à partir d'un moment du passé, d'accord, dans le discours indirect. Dans le discours indirect. Nous avons vu que dans le discours indirect, nous avons vu tout à l'heure que dans le discours indirect, on rencontre l'imparfait. On rencontre l'imparfait qui est, je dirais, une transformation d'un présent dans un discours direct. Tout à l'heure, j'ai donné le discours direct, d'accord? Et je rappelle que ma phrase, c'était
Rappelez-vous, s'il vous plaît, au niveau de l'imparfait, je rappelle l'exemple, hein, parce que j'ai mes exemples. Je quitte Paris dans une semaine. Je quitte Paris, Pierre qui dit je quitte Paris dans une semaine. Je rapporte les paroles de Pierre. Que devient ce présent? Pierre m'a dit qu'il quittait Paris dans une semaine. On a transformé le présent en imparfait. Maintenant, pour le conditionnel, qu'est-ce qui va se passer? On va transformer le futur en conditionnel. Quand je passe d'un discours direct vers un discours indirect, s'il vous plaît, vers un discours indirect au passé, le futur du discours direct va se transformer en conditionnel présent. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple et vous allez voir. Alors, l'expression... oh là là. J'enlève expression future. Ça. Nous sommes avec le conditionnel présent. On quitte le futur. Alors, le conditionnel présent. Veuillez m'excuser. Conditionnel présent. J'ai dit que le conditionnel présent, c'est l'équivalent, c'est l'expression d'un futur. D'accord? Le conditionnel présent, c'est l'expression d'un futur dans un passé. D'accord? Du futur dans un passé. Alors, discours direct. Discours direct. Je ne vais pas trop écrire. Hein. Ça, c'est discours direct. Deux guillemets, ça veut dire, si j'ouvre les guillemets, ça veut dire que c'est un discours direct. Je partirai à Paris. Marie qui me dit, je partirai à Paris. Ben là, je rencontre Marie. Elle me dit, je partirai à Paris. Quand est-ce qu'elle m'a dit? Quand est-ce que je... Bon, elle m'a dit cela. Elle me l'a dit il y a 2 jours. Je l'ai rencontrée. Bonjour Marie, on a parlé, etc. Elle me dit, je partirai à Paris cet été, par exemple. Alors, 3 jours après, je rencontre Jeanne et je lui dis, tiens, mais j'ai rencontré Marie. Elle me dit, ben ça va, comment va-t-elle, etc. Qu'est-ce qu'elle raconte de nouveau? Et je dirais, ben tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'elle partirait. Le futur va devenir un conditionnel. Le futur simple va devenir un conditionnel. Et je dirais, Marie m'a dit, ça c'est le discours direct, discours DD, discours indirect, DI, ça veut dire indirect. Et je dirais, Marie m'a dit qu'elle partirait à Paris. Eh bien, si je vois un petit peu, ce sont les règles de concordance des temps. D'accord? C'est un discours indirect au passé. D'accord? C'est un discours indirect au passé. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur, c'est, j'ai dit, a dit, je l'ai conjugué au passé composé. Que devient mon futur simple? Il va devenir un conditionnel. Voilà. Le conditionnel, dans un discours indirect, c'est l'équivalent d'un futur dans le passé. Voilà pour ce qui est donc du conditionnel. Je donnerai également le conditionnel présent. Donc son emploi, c'est l'expression, comme je l'ai dit, d'un futur à partir d'un moment du passé. C'est d'un futur à partir d'un moment du passé, parce que je parle de Marie au passé. Marie, je l'ai rencontrée il y a 2 jours ou 3 jours. Et je rapporte ces paroles à mon amie. D'accord? Je dirais, elle m'a dit qu'elle partirait. Maintenant, je passe, donc c'est expression d'un futur, je n'ai pas noté, expression d'un futur à partir d'un moment du passé. Maintenant, le conditionnel présent peut être également l'expression d'une éventualité. Expression d'une éventualité. Veuillez m'excuser, je ne peux pas trop écrire. Hein. Expression d'une éventualité.
éventualité. D'une éventualité. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait avoir lieu. Par exemple, je dirais, c'est le cas dans la phrase hypothétique. La phrase hypothétique quand il s'agit d'une hypothèse dans le futur. Oui, d'une hypothèse dans le futur. Parce que nous avons, là aussi, j'aurais aimé travailler avec vous la phrase hypothétique. Hein. Il y a tellement de choses à travailler ensemble. Hein. En français, il y a 3 hypothèses fondamentales. Il y a l'hypothèse dans le présent, l'hypothèse dans le futur et l'hypothèse dans le passé. Alors, l'hypothèse dans le futur. Dans l'hypothèse dans le futur, expression d'une éventualité, c'est le cas de l'hypothèse dans le futur. Je dirais, si tu viens, par exemple, regardez, hypothèse dans le présent, hypothèse dans le futur, veuillez m'excuser. Si tu viens, je t'offrirai un café. Je t'offrirai un café. Ça, c'est une hypothèse, s'il vous plaît, c'est une hypothèse dans le futur. D'accord? Si tu viens, je t'offrirai. Est-ce que tu es venu? Non. Est-ce que je t'ai offert? Pas encore. Si tu viens, je t'offrirai un café. Maintenant, si j'ai envie de mettre cette phrase hypothétique au passé, d'accord, dans le passé, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Les règles de concordance des temps. Ici, j'ai si plus présent. Si plus présent me donne futur. Attention, jamais si plus futur. Si plus présent me donne futur. C'est une hypothèse dans le futur. Maintenant, si je transpose cette hypothèse dans un temps du passé, je vais dire, si tu venais, alors si tu venais, je t'offrirais. Je vais utiliser, dans ce cas-là, un conditionnel. Je t'offrirai un café. Je t'offrirai aïessa. Je t'offrirai un café si tu venais. Donc, nous passons d'une hypothèse dans le futur vers une hypothèse dans le passé. Quand j'utilise une hypothèse dans le passé, eh bien, que devient le futur? Il devient un conditionnel. Si tu venais, je t'offrirai. Par rapport à si tu viens, je t'offrirai un café. Si plus présent me donne un futur. Si plus imparfait, regardez, le présent devient un imparfait. Si plus imparfait va me donner un conditionnel présent. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse dans le passé. Ça, c'est une hypothèse dans le présent. Ça, c'est une hypothèse dans le passé. Alors, le conditionnel, on le retrouve également dans l'éventualité, c'est-à-dire dans la phrase pour exprimer une éventualité, c'est-à-dire dans le cadre de la phrase hypothétique. Bien sûr, l'hypothèse et notamment l'hypothèse dans le passé. Maintenant, le conditionnel passé. Il me reste à parler donc des temps composés. Le conditionnel passé. C'est quoi le conditionnel passé? Le conditionnel passé, il a la valeur d'un futur antérieur dans le passé. Toujours dans le discours indirect. Il a la valeur d'un... J'ai dit, il a la valeur d'un futur antérieur dans le passé. Alors, discours direct. Excusez, je peux plus. Discours direct, je vais quand même noter ça. Allez, au moins que nous ayons quelques petites lignes. Veuillez m'excuser pour la qualité un petit peu de la présentation. Je travaille avec des couleurs, toujours pour mettre en exergue ce que j'explique. Ce qui
qu'il faut comprendre. Alors, le conditionnel, j'ai dit la valeur, premier tiré, c'est valeur d'un futur antérieur dans le passé. Je recours toujours au discours indirect, d'accord, dans le discours indirect. Alors, nous avons vu dans un discours indirect que le présent se transforme en imparfait, d'accord. Nous avons vu également que dans le discours indirect au passé, le futur se transforme en conditionnel. Et là, on va voir que le futur antérieur se transforme en conditionnel passé, dans un discours indirect. Alors, valeur, je commence par le conditionnel comme ayant la valeur d'un futur antérieur dans le passé. Dans l'exemple suivant, il aura la valeur, je répète, valeur d'un futur antérieur dans le passé. Je donne comme exemple, discours direct, j'aurai terminé mon travail quand mon père arrivera. J'aurai terminé mon travail quand mon père arrivera. Ça, c'est un discours direct. Quelqu'un qui me dit cela, Pierre qui me dit cela. J'aurai terminé mon travail quand mon père arrivera. Qu'est-ce qu'il a utilisé, Pierre, en parlant? Il a utilisé un futur antérieur par rapport à un futur. D'accord. Quand mon père arrivera, qu'est-ce qui se passera? J'aurai terminé mon travail. C'est-à-dire que la fin de... Il mettra fin à son travail avant que son père n'arrive. C'est-à-dire quand son père va arriver, quand son père arrivera, il aura déjà terminé son travail. Ça, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Le futur antérieur, il exprime une action antérieure à une autre, je vais le dire tout à l'heure, dans le futur. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre ce discours direct, quand on va transposer les paroles de Pierre, par exemple, c'est Pierre qui parle. Quand on va transposer ces paroles au passé, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ce futur antérieur va devenir un conditionnel, c'est que ce futur simple va devenir un conditionnel présent, d'accord? Et je dirais que Pierre a confirmé qu'il aurait, Pierre a confirmé que devient le futur antérieur, il deviendra un conditionnel passé, d'accord? Je le dis déjà maintenant, avant d'en parler. Et que devient, Pierre a confirmé qu'il aurait terminé son travail quand son père arriverait. Voilà ce que me donne le discours indirect au passé. C'est-à-dire que mon futur, j'aurai un conditionnel présent qui est le futur, d'accord? Le futur devient un conditionnel présent. Et quand je vais en parler également, je vais parler du conditionnel passé. Le conditionnel passé, ça va être un futur antérieur. Que devient le futur? Je vais répéter cela tout à l'heure, hein? Ça va être une répétition. Regardez ici, je n'ai pas un futur simple. J'ai un futur antérieur. Qu'est-ce que ce futur antérieur est devenu? Ce futur antérieur est devenu un conditionnel passé. D'accord? Mais moi, je suis en train de parler maintenant, de traiter avec vous le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est l'expression d'un futur simple dans le passé. D'accord? Dans un discours indirect. Je vais utiliser le conditionnel dans un discours indirect. Quand dans le discours direct, j'ai l'emploi d'un futur, j'ai un futur. Que devient? Quelqu'un m'a parlé, Pierre m'a parlé, il m'a dit, j'aurai terminé mon travail quand mon père arrivera. Il me dit cela, je transforme ces paroles en discours
Et en discours indirect au passé, que devient le futur? Il deviendra, pourquoi un discours indirect au passé, j'ai eu dit à confirmer. Que devient le futur simple? Il devient un conditionnel présent. Et quand vous le voyez, je vais en parler tout à l'heure, mais je suis en train d'anticiper un petit peu. Quand vous allez le voir, vous le voyez maintenant et on va le voir plus tard. Ici, j'ai un futur antérieur. Et que devient le futur antérieur? Il devient lui aussi, comme je le dis, il devient un conditionnel passé. D'accord? Dans un discours indirect. Bon, conditionnel présent, c'est quoi? Le conditionnel présent, je l'emploie également quand je rapporte les paroles de quelqu'un. Quand ce quelqu'un, cette personne a utilisé un futur en me parlant. Dans ses paroles, il a utilisé un futur. Dans un discours indirect au passé, que devient le futur? Il devient un conditionnel présent. Puisque j'ai l'occasion d'en parler également du conditionnel passé, que je vais voir, donc que je suis en train de voir avec vous, eh bien, que devient le conditionnel passé, s'il vous plaît? Il devient que devient le futur antérieur? Il devient un conditionnel passé. Voilà la valeur, pardon, je suis en train de parler du conditionnel passé et non du conditionnel présent, parce que c'est tout à l'heure que j'ai parlé du conditionnel présent. Veuillez m'excuser. D'accord? Je suis avec le conditionnel passé. Là, je rencontre à la fois un conditionnel présent et un conditionnel passé. D'accord? Donc, le conditionnel passé est également utilisé au niveau du discours indirect au passé et il est l'équivalent d'un futur antérieur. Voilà. Alors, je parle également du conditionnel passé, comme tout à l'heure pour le conditionnel présent. Il sert à exprimer une éventualité dans l'hypothèse qu'on appelle l'hypothèse dans le passé. D'accord? Tout à l'heure, j'ai vu le conditionnel présent. Le conditionnel présent, il est utilisé dans une hypothèse, je dirais dans une hypothèse sur le passé, là où quand j'ai parlé de trois hypothèses, l'hypothèse dans le présent, l'hypothèse dans le passé et l'hypothèse dans le futur. Alors, le conditionnel passé, il va être utilisé quand l'hypothèse est une hypothèse dans le passé. Regardez, n'importe qui va me dire, si j'avais été riche, est-ce que vous êtes riche maintenant? Non. Mais si j'avais été riche, j'aurais vécu, je ne sais pas, à Los Angeles, par exemple, ou bien à Venise. Voilà. C'est une expression d'une éventualité. C'est le troisième point, s'il vous plaît. Je dirais plutôt deuxième point. Deuxième point. Donc, on a retenu le conditionnel passé comme ayant la valeur d'un futur antérieur dans le passé, dans un discours indirect. C'est la valeur d'un futur antérieur dans le passé, c'est ça, parce que moi j'ai fait juste un rappel tout à l'heure du conditionnel présent, j'ai fait un rappel. Le conditionnel présent, c'est, il a la valeur d'un futur dans le passé, ça je l'ai déjà expliqué. Là, je parle du conditionnel passé, parce que tout à l'heure, veuillez m'excuser, j'ai écrit conditionnel présent au lieu de conditionnel passé. Conditionnel présent, on l'a déjà traité. Et le conditionnel passé, il a la valeur, le conditionnel passé, il a la valeur d'un futur antérieur. C'est la transposition du futur antérieur dans le passé. N'oubliez pas, c'est un discours indirect au passé. Maintenant, au niveau de la phrase hypothétique, donc c'est également l'expression d'une éventualité. Le conditionnel est également l'expression d'une éventualité. Il y a tellement de choses à retenir et à connaître au niveau des temps, des valeurs temporelles, et je ne parle pas des valeurs modales. Valeurs modales, c'est autre chose. Expression d'une éventualité. Je le retrouve dans une hypothèse, la phrase hypothétique, et dans l'hypothèse dans le passé. Dans l'hypothèse dans le passé. Dans l'exemple, hypothèse dans le passé. Hypothèse dans le passé. Quand je dis si j'avais été riche, si j'avais été riche,
Si j'avais été riche, j'aurais vécu à Venise, par exemple. J'aurais vécu. Alors, si plus que parfait me donne un conditionnel passé. D'accord? Un conditionnel passé. Si j'avais été riche, j'aurais vécu à Venise. Regardez, quand je parle des trois hypothèses qui sont importantes, qui sont très importantes. J'ai dit hypothèse dans le présent, hypothèse dans le futur et hypothèse dans le passé. Si j'ai envie de mettre cette phrase, de l'exprimer, de la transformer en hypothèse sur le futur ou dans le futur, je dirais, si je suis riche, je vivrai à Venise. C'est une hypothèse sur le futur. Maintenant, je mets cette hypothèse dans le passé. Je mets cette hypothèse dans le passé. Qu'est-ce que j'aurais? Je dirais, si j'avais été riche, c'est un passé, c'est plus que parfait. Si plus que parfait me donne un conditionnel passé. Attention, ce sont des règles de concordance des temps. Ce sont des règles de concordance des temps que vous devez apprendre et que vous devez appliquer. Cette hypothèse dans le passé, elle ne va pas changer. Hein. C'est une hypothèse dans le passé. Comment on exprime une hypothèse dans le passé? Au moyen de si plus que parfait, dans la phrase 1, si plus que parfait, voilà ma phrase 1. Phrase 2 va me donner conditionnel passé. Alors, je continue avec le passé composé. J'ai parlé donc du conditionnel passé, je parle du passé composé. Le passé composé, c'est l'expression d'une vérité générale. Vous notez, s'il vous plaît, expression d'une vérité générale. Expression d'une vérité générale pour le passé composé. Exemple, l'homme a toujours été gourmand. L'homme a toujours été gourmand. Dans une phrase comme l'homme a toujours été gourmand, c'est l'expression d'une vérité générale. Depuis son existence, il a toujours été gourmand, par exemple. Donc, j'utilise un passé composé. Je passe maintenant aux valeurs du passé composé, valeurs d'emploi. Le passé composé, c'est également l'expression de faits successifs. Successifs situés dans le passé. Quand je raconte, par exemple, je dirais hier, qu'est-ce que Marie a fait? Ou bien, qu'est-ce que j'ai fait hier matin? Hier matin, j'ai pris 2 tranches de pain dans lesquelles j'ai mis du beurre et du miel. Hier matin, j'ai pris 2 tranches de pain dans lesquelles j'ai mis du beurre et du miel. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Le verbe prendre et le verbe mettre au passé composé, c'est-à-dire des actions, des faits successifs dans le passé. Je peux ajouter. Ensuite, j'ai bu un verre de lait. Ensuite, je me suis habillée et j'ai quitté la maison. Voilà. C'est le passé composé. Il sert à exprimer des faits successifs dans le passé. C'est également le temps de l'expression d'une action passée avec un prolongement éventuel dans le présent. Quand je dis c'est expression, je répète, expression, veuillez m'excuser pour le tableau, je ne peux plus l'effacer. Alors, expression d'une action passée avec un prolongement éventuel dans le présent. Expression d'une action dans le passé avec prolongement dans le présent, éventuel dans le présent. Marie, exemple, je donne comme exemple, Marie a joué du violon à partir de 7 ans. C'est-à-dire que Marie a joué du violon à partir de 7 ans. C'est-à-dire à partir de 7 ans, quand elle avait 7 ans. C'est-à-dire qu'elle a commencé à jouer du violon à 7 ans et elle continue. C'est possible qu'elle continue même maintenant à jouer du violon. Alors je répète, le passé composé, c'est l'expression d'une vérité générale. L'homme a toujours été gourmand. C'est aussi l'expression de faits successifs dans le passé,
je peux dire hier, j'ai pris 2 tranches de pain dans lesquelles j'ai mis du beurre et du miel, j'ai bu un verre de lait, ensuite je me suis habillée et ensuite j'ai quitté la maison. Maintenant, 3e point qu'on peut garder, c'est l'expression d'une action passée avec prolongement éventuel dans le présent. Marie a joué du violon à partir de 7 ans, c'est-à-dire qu'elle a commencé à jouer du violon à partir de 7 ans. Est-ce qu'elle en joue encore aujourd'hui? Oui, c'est possible. C'est pour cela que je dis avec prolongement éventuel dans le présent. C'est possible qu'elle joue encore du violon, comme c'est possible qu'elle n'en joue plus. Je passe maintenant au plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un passé dans le passé, bien sûr. C'est un passé dans le passé. C'est le temps de l'antériorité, comme j'ai dit tout à l'heure. Le plus que parfait, c'est par excellence le temps de l'antériorité. Il sert à quoi? Il sert à exprimer une action antérieure à une autre dans le passé. Je donnerai un exemple que j'aime beaucoup, que j'ai toujours donné à mes étudiants. Supposons que hier, il y a eu un incendie s'est déclenché dans un quartier, que Dieu nous protège. Hein. Et donc, les gens se sont affolés, etc. Et quelqu'un a eu donc l'intelligence tout de suite d'appeler les sapeurs-pompiers. Et je dirais, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, regardez quel temps j'ai utilisé, le passé composé, je parle d'hier, un passé qui est proche du présent, donc c'est le passé composé que je vais employer. Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, quelques maisons avaient déjà brûlé. J'utilise ici le plus que parfait. Pourquoi le plus que parfait? Parce que l'action de brûler est une action qui a eu lieu avant celle de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Elle a eu lieu, rappelez-vous l'axe temporel. Le plus que parfait, il est placé avant le passé composé. Hein. Il exprime une action antérieure. C'est le temps de l'antériorité par excellence. C'est le temps qui exprime les actions qui se passent avant d'autres actions dans le passé. C'est pour cela que j'ai donné que dans cette phrase, on a dit quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, hier, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, c'est le verbe arriver au passé composé, quelques maisons avaient déjà brûlé. C'est-à-dire que l'action de brûler a déjà eu lieu avant celle de l'arrivée des sapeurs-pompiers. Voilà à quoi sert le plus que parfait en français, c'est le temps par excellence de l'antériorité. Puis ensuite, je parlerai donc le dernier point. Le dernier point, veuillez m'excuser, je peux pas, j'ai pas pu écrire les derniers exemples parce que j'ai un problème de tableau qui ne s'efface pas. Et il me reste à parler donc du futur antérieur. Le futur antérieur, comme le plus que parfait, c'est le temps de l'antériorité au niveau du futur, dans un temps futur, tout simplement. C'est un temps que j'utilise quand je parle d'une action future qui va avoir lieu, mais une action future va se passer avant une autre. J'ai 2 actions qui vont se passer au futur, qui vont se dérouler dans un futur. Mais il y a une action qui précède l'autre dans le futur. J'ai 2 actions, je répète, qui vont avoir lieu dans un futur. Mais il y a une action parmi ces deux actions, une action va avoir lieu avant une autre dans le futur. Cette action qui va avoir lieu, qui va se dérouler avant l'autre dans le futur, va être mise au futur antérieur. Je dirais par exemple un exemple très très simple. Ma mère qui vient me demander le soir, à minuit par exemple, ou à 1h du matin, est-ce que tu ne vas pas éteindre la télévision? Et qu'est-ce que je vais lui dire? Maman, j'éteindrai la télévision, j'utilise un futur, j'éteindrai la télévision quand l'émission sera terminée. Quand l'émission sera terminée. C'est-à-dire que, quand est-ce que je vais éteindre la télévision? Quand l'émission sera terminée. Quelle est l'action qui se passe avant? C'est la fin de l'émission. Il faut d'abord que l'émission se termine pour que ensuite j'éteigne la télévision. Donc l'action de terminer se passe
avant celle de éteindre la télévision. Ce qui fait que l'action de terminer, je vais la mettre au futur antérieur et je dirai « Oui maman, j'éteindrai la télévision quand l'émission sera terminée. » Je ne vais pas dire quand l'émission se terminera. En bon français, et ça c'est vrai, le futur antérieur, il n'est pas très employé par les locuteurs marocains, mais en bon français, on emploiera un futur antérieur à la place d'un futur simple. Le futur simple, on le gardera pour l'action de éteindre. J'éteindrai la télévision quand l'émission sera terminée. Ça va? Voilà. Quand l'émission sera terminée. Voilà. Ou bien je t'appellerai quand tu auras terminé ton travail. Ben, à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec la suite.